La protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer K. Bonsoir Steve. Alors, j'ai dit le plaisir et l'honneur parce que, après avoir hésité, tu m'as finalement fait confiance pour enregistrer et publier ton interview, ton témoignage. Et si tu as hésité, c'est parce que pendant ton enfance, tu as été particulièrement marqué par des violences extrêmes. Oui. Sur cette chaîne, on raconte parfois des histoires dramatiques, mais que tout le monde peut entendre. Ce ne sera pas forcément le cas de ton histoire, qui est vraiment difficile. Donc j'aime autant inciter les gens à ne pas regarder cette vidéo s'ils ont moins de 12 ans. Ah oui, clairement, ouais. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis K. Et on s'est contacté il y a plus d'un an pour des vidéos que tu réalises. Où, effectivement, je t'avais confié mon histoire et je ne voulais pas la diffuser au début. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu n'es pas à visage découvert aujourd'hui, parce que tu préfères protéger ton anonymat dans la mesure où un certain nombre, on va simplifier, on va le dire comme ça, un certain nombre des difficultés, un certain nombre des violences que tu as subies t'ont incité en retour à être parfois violent toi-même. D'accord ? Et ça, tu n'as pas forcément envie que tout le monde le sache. C'est ça. Tu vas raconter ton histoire dans un cadre chronologique, on va dire, à partir de ton enfance et à partir du moment où ça commence à mal se passer. Et tout ça commence quand tu as 3 ans. Donc je te laisse nous raconter ça. Ouais, ça commence quand j'ai 3 ans. À mes 3 ans, mon papa tue ma maman. Donc je pense que ma vie, elle a commencé là, à ce moment-là. Alors il la tue dans quelles circonstances ? Des circonstances particulières, qui plus est. Par égorgement. Il égorge ta mère. Oui. Et le fait est que tu es là, tu es présente. Je suis dans les bras de ma maman. Ça s'arrête pas là, par ailleurs, tu m'as dit ? Non, il va essayer de me tuer dans le sang de ma maman. Mais de t'étouffer ? Ouais, de me noyer dans le sang de ma mère. Et c'est un des rares souvenirs que j'ai d'avoir échappé de ses mains. D'être sorti de ses mains et d'avoir réussi à partir. Tu as rué, en fait, hein ? Oui. Tu t'es défendu, quoi, grosso modo, avec la force de tes 3 ans, on va dire. C'est ça. Heureusement, je devais glisser, je devais être toute mouillée, je devais glisser. Mais tant mieux, heureusement. Mais voilà, l'histoire, elle commence là. Et comment ça se fait que tu t'en sors ? Quelqu'un réagit ? Les voisins. Et alors, comment ça se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, dans le rapport de police, ils disent que les voisins ont été interpellés par moi qui courais dans les escaliers, en moitié nu avec beaucoup de sang, et qu'ils ont appelé la police à cause de ça, et que là, ils ont trouvé le corps de ma maman dans le salon, avec mon géniteur à côté. Ton père, ton géniteur, tu préfères l'appeler ton géniteur d'ailleurs. Ouais, même ça, c'est déjà trop d'honneur, mais ouais. Et donc, comment ça se passe après ? La police arrive ? La police arrive, je dis que c'est mon papa qui a fait ça, mais on me croit pas. Ça, c'est un souvenir que j'ai. Je sais qu'on me croit pas. T'es traumatisé par ce que t'as vu, donc on ne me croit pas. Donc la police ne croit pas quand tu accuses ton père d'avoir tué ta mère, en fait. C'est ça. Et ils pensent que t'es traumatisé et que tu dis n'importe quoi, Oui, en fait, voilà. parce que t'es traumatisé, quoi. Oui, et lui, il va réussir à l'époque. Je rappelle que les tribunaux à l'époque n'écoutaient pas du tout les enfants. Et il va réussir à s'en sortir au tribunal en disant que lui, il n'était pas là. À l'époque, il n'y avait pas Internet et tous les moyens de localisation de quelqu'un. Et que c'est quelqu'un qui est rentré chez nous qui a fait ça. D'accord. Et on est en 1986 à l'époque, pour remettre les choses dans le contexte. Hein. C'est ça. D'accord, tu es né en 83. Oui. Et donc, comment ça va se passer alors du coup ton père n'est pas inquiété finalement ? De ma naissance jusque-là, je suis en France. Tu vis en France, oui. Oui. De ma naissance jusque-là, je vis en France. Mais en famille d'accueil. Et avant la famille d'accueil, j'étais à l'hôpital. 17 mois de couveuse. Alors attends, comment ça se fait que tu es avec tes parents, tous les deux,
Si tu es en famille d'accueil, je comprends pas. Parce qu'ils avaient un droit de garde les week-ends une fois sur deux. Un week-end sur deux. D'accord, ok. Donc un week-end sur deux, j'étais chez eux. Alors comment ça se fait que tu es 17 mois en couveuse? J'ai fait un truc avec le cœur et machin cérébral. D'accord. Et je suis arrivé au monde à 6,7 kg. 6,7 kg, mais c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est un sacré beau bébé, quoi. Ma mère, elle faisait des crises de diabète gestationnel. D'accord, ok. D'accord. J'ai tout pris. Ouais. Et donc tu es en famille d'accueil au moment où... donc tu as quasiment toujours été en famille d'accueil. Et quand ton père tue ta mère et essaye de te tuer, il se trouve que ils t'ont juste en garde le week-end. D'accord. C'est ça, mais il faut comprendre une chose aussi importante. C'est que de la naissance, de la sortie de la maternité jusqu'à la mort de ma mère, j'ai déjà fait 2 familles d'accueil. D'accord. Parce que la première, sur les papiers de la DAS ou ASE, je ne sais plus comment on doit les appeler. C'est l'ASE déjà à ce moment-là, mais on parlait encore beaucoup de la DAS. Et sur les papiers, il y a écrit que la première avait été maltraitante physiquement, mais sans préciser quoi que ce soit, alors que j'étais un nourrisson de 18 mois. D'accord. Et la deuxième, malnutrition. Malnutrition. Ouais. C'est-à-dire, la deuxième famille d'accueil à qui on te confie continue le travail, si j'ose dire, hein, le mauvais travail, C'est en ça. ne te nourrissant pas correctement. C'est ça. Et après, j'ai fait une 3e famille d'accueil juste avant la mort de ma mère. Je suis chez eux quand ma mère, elle meurt. Enfin, dans cette famille, je suis placé chez eux. D'accord. Et eux, c'était la famille d'accueil de rêve. Oui, tu étais bien chez eux. C'était des parents pour moi. D'accord. Je les aimais fort. Et puis un jour, ils divorcent. Et même eux vont demander une garde alternée pour moi. Ouais. Mais non. C'est-à-dire que cette famille d'accueil-là, le papa et la maman de la famille d'accueil divorcent, mais ils t'aiment beaucoup et ils demandent Oui. à te garder quand même, quoi. Et c'est réciproque, je les aime aussi très fort. Mhm. Et donc, comment ça se passe l'ASE, j'imagine, n'a pas accepté ça. Ah bah non. Donc on m'a mis dans une autre famille d'accueil. Oui, dans une 4e déjà, Ouais, à 3 ans. c'est ça. Et alors, quelles sont les suites de du décès de ta maman, enfin, du meurtre de ta maman? Dans quel sens les suites? Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Ton père n'est pas du tout inquiété, jamais, à aucun moment. Non, il va être interrogé, mais pas suspecté. D'accord. Et à l'époque, il va dire qu'il a des ennemis au travail et que ça doit venir de quelqu'un comme ça. Le problème, c'est que là où moi je comprends pas, c'est que la justice m'a laissé avec mon père, que ma mère elle soit là ou pas. C'est-à-dire qu'après après le meurtre par ton père de ta mère, la justice continue à te confier à lui, en fait. Oui, mais il faut comprendre que la justice, il n'est pas inculpé, enfin il n'est pas coupable. Oui, il n'est pas inquiété, quoi. Voilà. Donc oui, il continue de mettre chez lui, Donc il continue à avoir des droits de garde. c'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah moi, ça j'ai souvenir que je voulais pas, mais qu'on me dit, mais t'as pas le choix en fait en vrai. T'es un enfant, tu montes dans la voiture qu'on te dit, tu vas là-bas. D'accord. Et puis et très vite, j'ai pas de date précise, hein, mais très vite il va faire des choses sur moi, Alors qu'est-ce que tu appelles des choses? sexuelles. Il va abuser de toi. Ouais, avec ses copains ou pas. Avec ses copains. Oui, des années plus tard, avec le tribunal qui était venu plus tard pour ça, ouais, ils ont relevé 63 tontons, comme ils les appellent. Ah d'accord, c'est-à-dire que ton père a été jugé pour ça, et dans le jugement, il n'y a pas eu que lui de juger, ils ont relevé pendant l'enquête, enfin une enquête a déterminé que tu avais été abusé également par 63 personnes qu'ils appelaient des tontons. Alors personne n'a été inculpé à part mon père. D'accord. Parce qu'à l'époque, mon père avait fait des photos de ce qu'il faisait. Il y avait un réseau derrière. C'est-à-dire, il avait fait des photos des moments où il abusait de toi, en fait, Voilà, sexuellement. c'est D'accord. ça. Et ils ont été très loin dans leurs horreurs. Ils ont fait des photos. Et après, quand il est passé au tribunal, des années plus tard, la juge, elle a eu des photos en main.
Et ils ont relevé la police en regardant les différences de corps, 63 personnes différentes sûres. Comment ça se passe finalement? Comment est-ce qu'ils en arrivent à être jugés? Donc, qu'est-ce qui fait que finalement ils seront pris sur le fait, quoi, genre, entre guillemets? Moi, j'ai 6 ans, et même si j'en parle pas à personne, parce qu'on me répète tout le temps, enfin, ils me répètent tout le temps que maman, elle est plus là, et qu'il n'y a que nous, et que c'est comme ça qu'on s'aime. D'accord, ton père te dit que c'est comme ça qu'il te montre son amour, en fait. Voilà. D'accord. Je sens qu'il y a un truc pas net, mais je sais pas quoi, puis je suis un enfant et j'ai pas le courage je sais pas quoi dire. Donc je vais jamais en parler à personne. Mais lui, il faisait des photos avec un Polaroid. Et je sais pas, j'ai 6 ans, et j'en ai marre. Je sais qu'il y a un truc pas net. C'est pas normal, et puis j'aime pas de toute façon. Et je jette le Polaroid par la fenêtre, c'était un immeuble très haut, et il éclate. Et pris dans sa folie de réseau, et certainement pressé par d'autres personnes, certainement, il fallait faire des photos. Donc il a été acheter un appareil photo jetable pour faire des photos. Pour continuer à faire des photos. Voilà, mais cet abruti, et tant mieux qu'il ait été con, il les a fait développer. Et à l'époque, les développer, ça voulait dire les confier à un photographe. C'est ça. Et le développeur photo, il a vu ça, il a appelé la police. Et dans le rapport de police, c'est écrit que la police lui a entendu un piège en demandant au photographe de l'appeler pour lui dire vos photos sont prêtes. Et quand il est venu, le photographe lui a donné, d'après le truc de la police, en demandant à mon géniteur, vous pouvez confirmer que c'est vos photos, donc il a regardé, sûrement. Et quand il a dit oui, la police, ils étaient en civil dans le magasin, ils ont dit ah, monsieur, stop, on peut voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, d'accord. Donc ils l'ont pris sur le fait après qu'il ait C'est avoué que ça. c'était bien lui qui avait fait les photos et que c'était bien Voilà, ses photos, quoi. c'est ça. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu es enfin libéré de ton père? Ouais, que de lui, libéré que de lui. Mais il va en détention en France, il prendra que 5 ans, et il n'en fera même pas 2, parce que bonne conduite, il disait à l'époque. Et à l'époque, il a été passé pour fou, article 122.1. Il a été passé pour fou, donc correctionnalisé. Et à l'époque, correctionnel, c'était 5 ans max. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas jugé aux assises pour crime. C'est ça. Donc il n'est pas jugé pour viol parce que sa défense, c'est qu'il est fou. C'est ça, voilà. Et donc on ne peut pas le juger comme une personne responsable, en fait. C'est ça, et beaucoup s'en sont tirés avec cet article-là. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait marcher, cet article. Il n'est pas bien. Mais il n'existe plus de toute façon. Et jusque-là, je suis en famille d'accueil. Donc de ma naissance, là, jusqu'à ce que mon père, ça s'arrête avec lui vers 5-6 ans. Ouais. Je suis en famille d'accueil encore. Et ça vient aux oreilles de mon grand-père paternel. Que ça va pas et que tu es en famille d'accueil. Et que... Je lui avais déjà dit de ma propre voix qu'il avait tué maman, et je pense que c'est la seule personne qui m'avait cru quand j'étais enfant. Tu avais dit à ton grand-père paternel que Ouais. ton père, donc que son fils, avait tué sa femme. C'est ça. Et mon grand-père, il va être malin, il comprend que... Et je l'en remercie, hein, même si la justice française m'a fait chier avec ça, je l'en remercie, mon grand-père. Il me sort de force de l'engrenage du système de l'aide sociale à l'enfance français, au moins des années 80-90, où de toute façon ils en avaient rien à foutre. Comment il fait ça, ton grand-père? Qu'est-ce qu'il fait? Il va très astucieux. Il va demander au juge un week-end avec moi, un droit de garde pour un week-end. Et la justice dit oui. Et là, on monte dans la voiture, on va en Sibérie. On s'arrête plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il est originaire de Sibérie, c'est-à-dire qu'au moment où il te récupère pour un week-end, censé n'être qu'un week-end, il t'enlève, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il ne te ramènera pas et il t'emmène en Sibérie. Alors là, rien que le voyage vaut que tu détailles ce qui s'est passé, parce que c'est encore pas piqué des hannetons, si j'ose dire. Oui. Mon papa était en liberté provisoire. Donc il était dehors, accessible physiquement. À ce moment-là, il avait fini de purger sa peine. Il n'avait pas fini de purger. D'accord. Ça, c'est arrivé quand ça s'est su.
peu de temps après que ça se sache ce que mon père m'avait fait, mon grand-père me dit c'est pas possible. En fait, il va me sortir de la famille d'accueil dans le sens où c'est pas un étranger qui doit élever un gamin de chez nous. Et puis ce qui s'est passé là, c'est pas, je peux pas laisser le gamin chez des étrangers. Son père, il fait ça. On peut pas laisser ce gamin tout seul. D'accord. Et donc on part. Il estime que pour te protéger, il doit t'emmener dans le pays dont il est originaire. Hein, Oui. Vous êtes originaire de Sibérie. C'est ça. Et il a raison. Non, lui, il n'est pas de Sibérie, lui. Lui, c'est un cosaque du Don. D'accord. Ma grand-mère est sibérienne pure, Nenets, D'accord, ok. la tribu dans laquelle j'ai grandi. D'accord. En tout cas, il t'emmène. Oui. Et comment ça se passe avant qu'il t'emmène? Ben, il s'arrête prendre son fils, mon géniteur. Et ça, c'est un souvenir que j'ai quand même, qui reste ancré dans ma tête. On part, et donc on part de France, on traverse donc l'Allemagne, donc on passe par la forêt noire. Et surtout, tu me dis, quand il passe chercher ton père, tu me dis que toi, à ce moment-là, tu crois à un traquenard, en fait. Oui, dans ma tête d'enfant, je comprends pas. Pourquoi mon grand-père, il me dit rien, il décolle avec la voiture, puis on récupère celui qui m'a fait du mal, et puis ils sont de la même famille. Donc je sais pas, dans ma tête d'enfant, je dois faire des liens bizarres. Ah bah, pas bizarre, hein, tout le monde aurait eu peur à ta place. Hein. Et on part. Mais je suis un enfant, j'ai peur, donc je dis rien. Et on part. Et on arrive en forêt noire, et mon grand-père s'éloigne dans la forêt noire. Vraiment, ça c'est. Je sais qu'il n'y avait pas de maison là où on était, ça c'est sûr. Hein. Et il va me dire cette phrase que j'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis il s'éloigne, il prend des chemins un petit peu de traverse, Ouais, il s'éloigne des grands axes, quoi. C'est ça. Oui, il n'y avait plus de macadam. Et il me dit qu'il s'arrête, enfin tu m'as raconté qu'il s'arrête, il arrête la voiture, et il descend, il ouvre la portière de ton côté, et il vient de parler. C'est ça, il s'agenouille à côté de moi, et il me dit tu vas avoir peur, ça va être dur, mais un jour, je t'expliquerai. Et puis il va dans le coffre, il prend un marteau, puis il essaye de tuer mon père. Là, c'est mon père, par contre, du coup. Mais il essaye de tuer mon père à coup de marteau. Il le laisse par terre, on démarre, on repart en Sibérie, lui le laissant pour mort. Même s'il n'est pas mort, il y a des touristes, là, enfin des promeneurs qui l'ont vu très vite et qui lui ont donné des vêtements pour se chauffer et qui ont appelé les secours. Bande de cons, ils ont mieux fait de se casser une patte le jour-là. Mais c'est ce qu'ils ont fait. T'aurais préféré que ton père meure. Ouais, carrément. Carrément, parce qu'après moi, il a encore fait du mal, mais ça ne me regarde plus, c'est plus ma vie. D'accord. Et alors, on va revenir un petit peu en arrière sur ce que tu expliquais de la condamnation de ton père, c'est-à-dire qu'il ne prend que 5 ans, et tu m'as raconté que des années plus tard, tu recroises le juge, celui qui l'a jugé. Oui, et puis qui m'explique ce que j'ai dit avant, en fait. Et tu me dis que tu lui en veux beaucoup au juge, parce que tu ne comprends pas qu'il lui ait mis que 5 ans, et il t'explique qu'il n'a pas pu faire autrement. C'est ça ce que j'expliquais juste avant. Qu'à l'époque, le juge, il me dit, je lui ai mis le maximum. Il m'a dit, je lui ai mis ce que je pouvais lui mettre. Il a été correctionnalisé, et correctionnel, c'était maximum 5 ans. Aujourd'hui, c'est 2 fois 5 ans. Mais à l'époque, c'était 5 ans. Mais il m'a dit, il était désolé, il était vraiment désolé. Il m'a dit, je lui ai mis ce que je pouvais lui mettre. Je peux pas mieux faire, là. Et donc, toi, tu pars en Sibérie? Ouais. À Krasnoïarsk. À côté, ouais. Alors, tu me dis, c'est pas comme ça que ça se prononce en russe. Krasnoïarsk. Mais ouais, la plus belle des enfances. Pas très loin, près du territoire Yakoutie, pas loin de la Yakoutie. Grandi au milieu des ours bruns, des grizzlies. C'était mes meilleurs amis. J'ai grandi avec une autre culture, une autre éducation, une autre façon de pratiquer la religion chrétienne aussi. Alors tu me disais que tu vas à l'école à Krasnoïarsk, mais tu vis aussi avec la tribu Nenets, ce sont des nomades. Oui, et justement, eux c'est des vrais gens de tribu. Mais ils avaient conscience à l'époque, cette tribu, que le monde avançait, que le monde évoluait, et qu'il fallait commencer à mettre leurs enfants dans les écoles. Et donc la semaine, on était chez une tante à Krasnoïarsk, qui avait un logement là-bas, et pour pouvoir bénéficier de l'école. Et puis dès que c'était les vacances ou les transhumances, on partait. La belle vie. Ouais. La belle vie jusqu'à ce que tu aies une petite amie à 8 ou 9 ans. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette petite amie? Il, il se passe que elle va changer ma vie. Parce que, encore une fois, à chaque fois, je dis cette phrase de la naissance à maintenant. De la naissance à là, jusqu'à mes 9 ans, je suis persuadé que je suis une fille dans ma tête. Alors que biologiquement, tu es un garçon. Voilà. Et j'ai cette petite copine à qui je vais, naviguant déjà entre la France et la Russie à l'époque, je lui propose Action Vérité. Un jeu, action ou vérité. Ouais. Et dans le jeu, j'ai été amené à montrer ce que j'avais dans ma culotte et j'ai demandé d'en faire autant. Et là, ça a été un drame. Hein. Parce que je me suis dit, si elle c'est une fille et que moi aussi je suis une fille, ben pourquoi on n'est pas pareil? Pourquoi on n'a pas la même chose? Donc je suis rentré chez moi et je l'ai dit à ma famille. Je leur ai tout de suite parlé. Tu vis chez ton oncle à ce moment-là. Ouais. Et donc tu le dis à ton oncle notamment. Ouais. Il y avait mon grand-père qui était là. Et je lui ai dit, je me sens comme une fille. Et il m'a dit, t'inquiète, je vais t'aider. Je t'aime. Je te laisse pas comme ça. Et puis voilà, puis il est revenu avec une arme de guerre, peu importe laquelle, qu'il a posée contre mon bras. Et il a tiré une rafale de 3. Et il m'a dit, la prochaine fois que tu parles de ça, c'est la tête. Et là, évidemment, On n'en parle plus. tu n'en parles plus. Ouais. Mais ton grand-père va te dire autre chose. Mon grand-père, lui, sa vision, c'est tellement commun. Toutes les personnes trans ont entendu ça dans leur vie, quel que soit le pays d'où ils viennent. Dieu t'a fait garçon, tu serais un homme, tu serais un soldat. Mais moi, dans ma tête de teigneux, je regarde mon grand-père et je lui dis, j'ai que 9 ans, mais je lui dis, tu veux un homme? Je vais t'en donner un comme t'en as encore jamais. Puis voilà, et puis après, je vais basculer très vite le lendemain dans une colère noire contre moi, contre le monde, contre mon géniteur, contre ma mère qui, dans ma tête d'enfant, elle m'a abandonné. et voilà. Mais commence à ce moment-là une spirale de violence. Ouais. Et on peut résumer ça parce que c'est un petit peu ce qui m'a motivé. Enfin, c'est une des raisons qui m'a motivé à t'interviewer, c'est que tu es une belle illustration de ce que peut donner un enfant qu'on éduque avec de la violence et pas avec de l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas rendre tout ce qu'on t'a donné. Et comme on t'a donné beaucoup de violence, tu vas en rendre beaucoup. Ouais. Donc tu me disais notamment que dès le lendemain, tu vas dans la cour de l'école et puis qu'est-ce qui se passe? Je lui ai sauté dessus à pieds joints sur la tête. À qui? Un camarade. Que tu as choisi au hasard ou Ouais. Tu as choisi un camarade de classe au hasard? C'était la première fois que je lâchais ça. C'est la première fois que je me disais, tu sais quoi, je peux pas parler de qui je suis, je peux rien du tout. J'ai le droit. Alors moi aussi, j'ai le droit de souffrir ouvertement. Et c'est la première fois que je le lâchais sur quelqu'un, donc du coup, c'était random. Hein. D'accord. Tu prends un camarade de classe au hasard et tu le défonces, quoi. C'est ça. D'accord. Et je réalise que c'est agréable. Hein. Pour toi, c'est un défouloir quelque part, c'est une façon de te décharger de tout ce qu'on t'a chargé, quoi, finalement. Ouais, puis ça fait mal aussi, Alors, en quoi ça te fait mal? physiquement. Ça fait un contraste de douleur physique et de bien-être mental. C'est très bizarre comme contraste, mais moi j'aime bien. Quand vous avez mal aux phalanges, ou au poignet. Et la suite, t'as une enfance qui continue quand même, quoi, et que tu l'as dit, qui continue entre la Sibérie et la France, parce que régulièrement, comme vous avez de la famille en France, vous revenez en France de temps en temps. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? À chaque fois que je sors voir mes copains, je me fais arrêter par la police. Hein. Et la juge, sur plusieurs entretiens, va m'expliquer que je suis un enfant kidnappé. Et du coup, il faut pleurer, il faut être triste, il faut être sévère pour être sûr que je réussisse ma vie, parce que la France, c'est ça. Elle pense que la meilleure solution avec toi, c'est la sévérité pour que tu rentres dans le rang, quoi, grosso modo. C'est ça, rentrer dans le rang, pas sortir du moule. Mais moi, je suis marginal depuis toute petite, donc c'est compliqué, ça aussi. Et elle me met dans des foyers, type CER, CEF, où même les éducateurs sont violents physiquement.
Tu disais quelque chose qui m'a marqué, tu me disais, ils étaient quasiment aussi violents que moi. Ouais, carrément. Une fois, je me rappelle, je crois que j'ai 13 ou 14 ans. Et je suis dans un foyer. Et je prévois de fuguer, comme toujours. Hein. Je prévois de fuguer, je travaille mon plan. Mais je dois faire 2 jours de classe. Et sur les 2 jours, à un moment donné, j'oublie un cahier dans ma chambre, mais rien de grave. Hein. Je suis dans le couloir en bas et j'ai 3 marches à monter pour être à 10 mètres de ma chambre. Et il m'a tapé la tête dans le mur. Mais vraiment, aussi violent que nous, ils étaient. Hein. Il m'a éclaté la tête dans le mur. Mais pourquoi? Parce que j'ai oublié mon cahier. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Mais après, ça donnait des situations où j'ai vu des gamins, ou même moi, on a été violents physiquement avec eux aussi. Ouais. Et il y en a un, il a dormi avec moi, bouteille de TCR pleine tête. Bon. Ouais. Ta bouteille de sirop. Bref. Et donc, bah, tu t'enfuis à chaque fois, hein. Mais oui, Et à chaque fois, tu récupères ton grand-père et retour Sibérie, quoi. c'est ça, comme je dis toujours, hein, il y a ma liberté juste devant. Je vais pas la faire patienter. Tu ne veux pas faire patienter ta liberté. Non. Qui t'attend dehors, à l'extérieur du foyer. Et puis je connaissais du monde en France, là où ma famille vivait. Enfin, quand on revenait, on venait dans de la famille. Donc là où ma famille était, je connaissais du monde. Je connaissais du monde en Allemagne. Donc quand je fuguais, je savais que je pouvais aller quelque part où quelqu'un dirait à mon grand-père, il est là, viens le chercher. D'accord. Et donc ça se passe comme ça, pour avancer un peu dans ton histoire, ça se passe comme ça, hein, jusqu'à ce que tu aies 16 ans. C'est ça. Et à 16 ans, à un retour en France, la situation change. Ouais, ça c'était à mon retour du Kosovo. Alors c'est vrai que oui, tu vis 1 an au Kosovo avant, si tu peux Ouais. raconter si tu veux. On avait une tante qui vivait à Kosovo. Et on était à la voir en vacances pour 2 semaines. Et on est arrivé quand les conflits ont éclaté. La guerre de Yougoslavie. C'est ça. On est arrivé quand ça a vraiment pété. Et du coup, frontières bloquées dans les 2 sens. On peut pas rentrer, mais on peut pas non plus sortir du pays. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, c'est un pays en guerre, on peut pas non plus en sortir, en fait. Et du coup, on s'est retrouvé bloqué là 1 an. Vous êtes bloqué 1 an au Kosovo. Ouais. D'accord. Et- Dans un pays en guerre. Ouais. Pas facile. Non. Avec encore, j'ai envie de dire, la violence quotidienne sous les yeux, quoi. Alors, oui et non. Une guerre pour un enfant, c'est essentiellement sonore. Essentiellement, c'est sonore. Ma grand-mère a tout fait pour nous préserver de cette guerre comme elle pouvait, avec ses petits moyens. Elle mettait des draps de bain sur les fenêtres de la cuisine, mais elle mettait des jolis draps de bain, avec des fleurs, avec un dauphin. Comme ça, quand on était tenté de regarder dehors, on avait une belle image. Et puis musique à fond le plus souvent possible pour éviter les bruits extérieurs, les cris, les tirs. Après les bombardements et les tremblements de la maison, ça, on ne pouvait rien faire. Ouais. Mais très tôt, du coup, on nous a mis à l'école où on nous a donné des cours pour s'abriter, pour se positionner. D'accord. Et donc tu retournes en France. Ouais. Et quand tu as 16 ans, comme je l'annonçais tout à l'heure, la situation change. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un enfant. Alors comment ça se fait? Bah parce que j'ai fait crac-crac. Ouais, avec ta copine. Eh oui. Que tu aimes à ce moment-là ou c'est un coup d'un soir? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour, je connaissais pas, moi. C'est pas je pense que dans ma tête, surtout 16 ans, hein, je pense que dans ma tête de garçon de 16 ans, j'avais pas de projet d'avenir pour elle, ni avec elle. Peu de temps avant qu'elle me dise qu'elle était enceinte, j'avais une copine en Russie qui était enceinte aussi. Du coup, en Russie, une famille orthodoxe, bon, ça s'est très mal passé avec sa famille, mais son copain l'a laissé tomber quand elle lui a dit qu'elle était enceinte. Et moi, c'était la première chose que j'ai pensé quand elle m'a dit qu'elle avait un enfant dans le ventre. Oui, parce que la copine de Russie n'est pas enceinte de toi. Non, D'accord. son C'est copain. juste qu'elle a vécu cette expérience d'être enceinte jeune et son copain n'a pas assumé. C'est pour ça que je dis son copain l'a laissé tomber. D'accord. Et moi, avec ma copine de mon côté, bah, je décide d'assumer. Je vais au bout de ce que j'ai fait. Et je me fais émanciper,
je cherche du travail. Alors, ça se passe pas si simplement que ça, parce que tu as 16 ans, tu es toujours mineur. Là, tu avances un peu vite. Émancipé, Et- c'est ce que je dis. Oui, mais tu n'es pas émancipé tout de suite. Quand tu t'en aperçois, tu n'es pas émancipé à ce moment-là. Et comme tu es toujours mineur, bah, tu as toujours les flics sur le dos. Alors, Et l'aide sociale ouais, à l'enfance. Ouais, qui ont été à peu près gentils, ils m'ont prêté un foyer, on va dire, D'accord. le temps que je me retourne. Alors, en fait, tu me dis que pour assumer, ce que tu m'as raconté, c'est que pour assumer, cette fois, au lieu de les fuir, au lieu de fuir la police, tu te rends toi-même à un foyer. Oui, ça, ouais. Ouais, bah oui, parce que je savais que de toute façon, comme on vient de le dire, dès qu'elle me dit qu'elle est enceinte, effectivement, je ne suis pas tout de suite émancipé. Je sais que les flics ils me cherchent à chaque fois que je suis en France. Et surtout que là, on revient de Serbie. Et on sait qu'on va être recherché. Et du coup, je me dis, ben, la meilleure façon de ne pas stresser, ben, c'est d'aller, vu que je suis mineur, je vais dans un de leurs foyers, un CER, CEF, que je connais pas. Hein. Je toque, salut, c'est moi que là, les flics ils me recherchent, et vu que vous êtes un foyer pour mineurs, ben, je suis là. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont appelé la police, évidemment. Et puis après, la juge elle a fini par me dire de rester dans le foyer, de travailler, mais bon, ça c'était pas possible, et d'attendre le jugement. Et puis quand j'ai été jugé, ils m'ont laissé dans le foyer le temps que je m'en retourne, que je trouve un logement à moi. Tu attendais le jugement de quoi, en fait? Parce que toi, tu as demandé ton émancipation C'est pour ça. pouvoir assumer ton enfant. C'est ça, le jugement. Donc, tu attendais qu'on t'émancipe, quoi, en fait. Voilà. Que la juge t'émancipe. Voilà. Et après, par contre, j'ai pu travailler. Parce qu'elle l'a accepté. Ouais, D'accord, elle a accepté ton émancipation et là, après, tu as pu travailler. Donc, ouais. À condition que je reste dans leur griffe, dans un foyer. d'accord, Et c'était une condition que j'étais prête à accepter pour l'enfant qu'elle allait venir. d'accord. Tant pis, je reste au foyer. Moi qui avais fugué toute ma vie de ces endroits-là, pour une fois, j'y étais venu de moi-même. D'accord. Quand tu commences à travailler, tu as un coup de bol parce qu'en fait, personne ne veut de toi, sauf Ouais, une entreprise. c'est ça. En fait, partout où j'allais, ils me disaient... Mais moi, j'avais les rêves d'enfant. Hein. Ouais. Ah tiens, j'ai envie d'être mécanicien, cuisinier. Mais mon rêve, je ne pouvais pas l'accomplir de toute façon, donc je savais. Mais je me retrouve avec quelqu'un de funéraire, je ne sais plus comment. Bref, tous les endroits où je vais, ils me disent bah non, t'es mineur, non, mais t'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, t'as rien. Bah, t'étais mineur émancipé, mais t'étais mineur quand même. Pour eux, ça pose un problème. Et puis en plus, Ben effectivement, voilà. t'as aucune expérience. Et le seul métier qui t'accepte, finalement, la seule entreprise, c'est Le funéraire. le funéraire. Ouais, et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. J'y suis entré par hasard et j'y suis resté par passion. Ouais. C'est un métier passion. Et même si j'avais été millionnaire dans ma vie, j'aurais continué d'aller chercher les défunts. Ouais. Donc toi, ton travail, c'était d'aller chercher les défunts, en fait. Alors moi, mon travail, c'était d'aller chercher, de les ramener en chambre de mortuaire, de m'en occuper quand il le fallait, de faire les capitons et les présentations aux familles. D'accord. Les capitons, c'est l'intérieur des cercueils, c'est Ouais, ça? D'accord. des tissus qui enveloppent le cercueil afin que votre défunt soit bien plus présentable, un peu comme s'il était dans un cocon douillet. On sent que t'as encore retenu, hein, tu t'en Hein souviens toujours. Hein? T'as vu? Et donc, tu vas y rester longtemps. 24 ans. On arrive au bout de ton témoignage sur ta vie compliquée, on va dire. Hein. Il t'a fallu des années pour te reconstruire, ce que tu m'as expliqué, et tu as réussi tant bien que mal. Et il y a 2 personnes qui t'ont aidé à te reconstruire. Est-ce que tu veux en parler? Oui. Ouais, des années, ouais. C'est une vie qu'il a fallu pour me reconstruire. Et j'ai rencontré, il y a quelques années de ça, hein, fin 2014, une personne qui est mon ex-compagne. Je ne suis pas forcément la meilleure personne, mais elle a su faire ressortir de belles choses de moi, elle a su m'apprendre beaucoup de choses. Et surtout, elle a su me préparer, entre guillemets, à ce que j'allais vivre après, c'est-à-dire rencontrer la deuxième personne que je vais rencontrer dans ma vie, C'est la toute première personne de ma vie qui a su me regarder, sans avoir peur.
qui a su te regarder sans avoir peur. Ouais, ça m'a changé ça. Ouais. L'acceptation, quelque part. C'est ça. Ouais. Mais avant de remarquer que cette personne m'avait vu sans avoir peur, j'ai eu besoin d'avoir la première personne. La première personne, elle m'a appris à m'ouvrir à l'autre. Ouais. À écouter. Je sais pas comment dire, elle était très importante, elle m'a structuré. Et puis surtout, elle est restée à mes côtés dans des moments très compliqués. Genre de moments où on sait qu'on n'a plus rien à perdre. Et puis après tout ça, et ben, je rencontre une autre personne avec qui je vis actuellement, qui est, c'est pas que ma compagne ou quoi, c'est un tout. C'est un tout, cette personne pour moi. Et cette personne, c'est d'elle que je parlais juste avant. C'est la toute première personne qui m'a pas regardé avec la peur. Ouais. La première personne dont tu dis qu'elle n'a pas eu peur de toi. Non, la deuxième personne, elle n'a pas eu peur de moi. Oui, la deuxième personne n'a pas eu peur de toi, parce que ta première compagne avait peur de toi malgré tout. Elle ne le disait pas, mais des fois je voyais, par exemple, quand je sortais avec des copains à faire quelque chose, c'est dur à regarder la femme qu'on aime sur le parvis de la porte, et plus on s'éloigne, et plus on la voit pleurer parce qu'elle ne sait pas si on va rentrer. Elle ne sait pas dans quel état physique on va rentrer parce que c'est beaucoup de la violence. Elle ne sait pas si on va en prison ou à la morgue. Ouais. Et c'est une réalité avec la jeunesse avec laquelle j'étais à l'époque. Et j'ai continué même en étant adulte dans ce schéma-là. Donc c'est une personne qui a connu ça. Qui t'a connu violent. Ouais. Parce que tu avais été violenté. Ouais, mais pas violent avec elle. D'accord, ouais. Non, j'ai jamais fait de mal ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux handicapés, ni aux animaux, ni aux faibles. D'accord, ok. Mais disons que tu cherchais la cogne, on va dire, on peut simplifier ça comme ça. Ouais, j'aimais bien moi. Ouais. Mais il fallait que ça aille au bout aussi. Ouais. Et puis après tout ça, j'ai rencontré donc la deuxième personne. Et c'était la première fois qu'on me regardait pas comme un monstre parce que voilà, je souffrais juste. Ouais. Et je souffrais, mais j'étais maladroite. Comme je dis toujours, j'ai pas les mots de ceux qui ont été à l'école. Ouais. Moi, j'ai pas été à l'école. Ça, pour toi, c'est compliqué d'exprimer tes sentiments. Ouais, et puis on m'a pas appris à le faire. Ouais. Bon. Est-ce qu'on t'a pas appris à le faire? Est-ce que la meilleure façon d'apprendre à dire ses émotions, c'est pas d'être aimé, justement? Et quelque part, tu n'as pas été aimé, en tout cas pas assez. Non, moi, le mode de communication, c'était taper. Hein. Ouais. C'était devenu un mode de communication. Bonjour. Ouais. La violence gratuite, quoi. Ouais. Que tu avais reçue. C'est ça, sauf en Sibérie. Ouais. Où j'étais bien. J'étais bien avec ma famille, j'étais aimé, j'étais choyé. Et je t'ai vu beaucoup sourire. Ce qui Ouais. n'était pas forcément évident pour toi au début. Non. Alors là, ça se voit pas parce que tu protèges ton anonymat, mais oui, je t'ai vu sourire, plaisanter beaucoup. Oui, parce que la personne avec qui je vis pour en parler, c'est un système de défense. Quand je suis stressée ou nerveuse, je ris. Mais ça m'a causé des problèmes, hein, des gars dans la rue avec qui je m'embrouillais, puis ça montait en tension, plus ça montait en tension, plus je rigolais. Plus je stressais, plus je rigolais. L'autre en face, tu te fous de ma gueule. Non, mais j'arrivais pas à arrêter de rigoler. Je disais, mais non. Voilà. Effectivement, j'ai vu ça un peu ce soir, mais en même temps, c'est quand même socialement plus acceptable que la violence, quelque part, t'avoueras. Évidemment. Évidemment. Et je suis bien contente qu'elle ne soit plus présente, cette violence. En tout cas, tu vas mieux. Ouais. Et très honnêtement, quand j'apprends ton histoire la première fois, j'essaye de me mettre à ta place et objectivement, même si effectivement tu peux regretter cette violence dont tu t'es rendu coupable, mais parce qu'on te l'avait déjà donné, toi, hein, quelque part, ce n'est que une réaction à ce que tu as vécu. Très honnêtement, je me mets à ta place, j'ai essayé de me mettre à ta place, je ne sais pas si... honnêtement, hein, je ne sais pas si moi je m'en serais tiré, c'est-à-dire je ne sais pas si je serais vivant. Mais si, instinct de survie, l'être humain il est comme ça. On s'adapte, on évolue et on se renforce. Alors toi, peut-être que tu l'as vécu comme ça, et puis il y en a d'autres, ça existe chez les enfants qui font des tentatives de suicide et qui ne se ratent pas. Parce que parfois, trop c'est trop. J'ai connu ça dans le funéraire, oui c'est vrai. Mais Tu as? dans le funéraire, j'ai connu ça. Ouais. Malheureusement, oui, j'ai été en chercher. Ouais, d'accord.
En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de parler de ton témoignage. C'était pas évident, j'ai bien vu, mais c'est d'autant plus précieux parce que c'est assez rare. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté de témoigner de ton parcours. Merci Steve de m'avoir reçu. Et puis, si ce peu de mots que j'ai dit peut aider un jour quelqu'un, ben, C'est mon but en tout cas. c'est ça. Bon. Ben, merci beaucoup encore une fois. Et merci pour ce que tu fais. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».